Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver ce matin sur votre antenne, sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith. Maintien des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun en prison. Ils y sont depuis le 22 septembre dernier et semblent aujourd'hui être oubliés des pouvoirs publics alors qu'en réalité un certain nombre d'engagements avaient été pris pour ces derniers. Qu'est-ce qui peut justifier en réalité que le gouvernement de la République, notamment le régime de Yaoundé, choisisse de maintenir ces prisonniers dans les prisons du Cameroun, notamment à Yaoundé comme à Douala, y compris dans le sud Cameroun aujourd'hui? Madame, Messieurs, la question commence à tarauder les esprits et commence à faire du grabuge au sein du sérail véritablement. Mais surtout, on parle encore de Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, qui hier, alors qu'il était en réunion hier dans les services du gouverneur de la région du Nord-Ouest, a fait une déclaration tout à fait extraordinaire. Paul Biya vient de vaincre les sécessionnistes au Cameroun. Sur quel levier exactement le ministre le dit-il? Quels sont les éléments en sa possession? Et surtout, on va retenir qu'il a encore profité pour faire un appel aux parents en leur disant « Allez chercher vos enfants qui sont dans des brousses ». Qu'est-ce que le régime de Yaoundé peut bien vouloir mettre en place pour ces derniers à Bamenda et Boya aujourd'hui? Comment analyser et surtout comprendre les propos du ministre de l'administration territoriale? Mais c'est quand même aussi des larmes, la consternation et la douleur au quartier Mboko ici à Douala. Comment comprendre en réalité que pour avoir bouffé une petite tontine de 35 000 francs, qu'il ait choisi de donner 4 000 francs à ceux et celles qui sont autour de lui et qu'ils en boivent quelque chose le temps d'une journée, et pour féliciter quand même la grande famille d'avoir accepté de contribuer pour qu'il soit le bénéficiaire d'une tontine et qu'au soir venu, que ce dernier soit justement tué et que les voleurs, si vous voulez, les tueurs, aient choisi d'enlever dans son domicile les 31 000 restants. Comment peut-on analyser la question de l'insécurité grandissant dans nos villes, notamment à Douala au Cameroun? Le fait s'est produit à Mboko, c'est bien sûr à Douala, et d'ailleurs il est important de préciser que ce monsieur n'était rien d'autre qu'un boulanger. Bienvenue à tous, bienvenue à vous madame, messieurs, installez-vous confortablement. La grande famille encore au complet ce matin et avec elle jusqu'à 12 h, unis pour la même mission, vous serez encore servi. Bombok Mbengan Kanje, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour monsieur Nkachumba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Que se passe-t-il au tribunal de Yaoundé avec l'affaire Sonara Charles Metou? Devait paraître à une certaine époque le PCA John Bongolé. Il est décédé. Jusqu'aujourd'hui, la famille n'a toujours pas remis au tribunal l'acte de décès et ça bloque la procédure. Voilà comment nous disons. Lorsqu'on disait ici que le processus d'acte d'état civil et d'acte de décès soit automatique, voilà comment la procédure. Les gens sont là, ils attendent parce que la famille, le jour où la famille daignera déposer l'acte de décès, on continuera la procédure. Malgré le fait que ce soit une autorité de la République et qu'il soit décédé et que tout le monde soit mobilisé, on ne sait pas s'il est décédé ou pas. En fait, c'est ce que le tribunal veut dire. Que vous étiez aux obsèques, j'ai vu, mais j'attends qu'on me dise qu'il est mort vraiment. Attendons justement de voir ce dans quoi va aboutir ce procès, mesdames, messieurs. Restez des nôtres. Nous sommes sur Equinox, nous sommes sur 10-12, le Zénith, votre talk show de tous les jours. Avec vous d'ailleurs, comme tous les matins, Charles Bachou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le Camerounais ou les Camerounais mériteraient de pleurer. De pleurer gravement parce que ce qui est en train d'arriver au Cameroun véritablement n'aidera pas non seulement l'économie camerounaise, mais aidera à maintenir la balance commerciale déficitaire. La preuve, voilà l'usine de Garoua de Sikam qui a fermé ses portes avec une dette estimée à plusieurs milliards de francs CFA, tandis que celle de Douala espère refaire ses caisses avec l'épargne du 8 mars. Elle y travaille et c'est peut-être le seul marché qu'elle a gagné puisque tous les gadgets des élections ont été faits en Chine. Bref, passons. Est-ce que l'État du Cameroun s'est préparé avant l'ouverture ou la signature des accords de partenariat économique? La question on est en train de se la poser puisque les entreprises camerounaises progressivement
disparaissent et ils vont disparaître. Espérons donc que c'est la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui aidera à restaurer l'industrialisation, parce que hier encore des bébés ont failli mourir à l'hôpital. Pratiquement beaucoup de sans énergie électrique. C'est bien. Et vous parlez bien sûr d'énergie électrique, Charles Bachou. La question continue bien sûr d'interpeller plus d'un aujourd'hui au Cameroun. Nous effectivement pour dire que ça a été le cas également hier au stade Bépanda. Mais si vous permettez, Charles Amel n'a pas dit, parce qu'en 2018, on avait dit qu'on allait réduire l'importation de friperies pour relancer la filière textile. On n'avait pas dit que pour relancer. Excusez-moi. On révisait. D'accord. Alors, puisque vous avez la parole, Karine Santiago, d'accord. Vous tentez de dédouaner le gouvernement. Vous voulez faire croire que le gouvernement a oublié ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement n'avait même pas dit ça. Il avait seulement dit qu'il y a les taxes. C'est tout. On réduit la friperie. Voilà. On réduit la friperie. Mais le noir n'est pas nouveau. Même en France, on a coupé l'électricité pendant la finale de la Coupe de la France. Hein? La coupe. Voilà. Vous faites comme si c'est nouveau. On ne peut pas couper l'électricité. Je crois que vous êtes déjà le militant, vous travaillez avec votre Jacques Tampo. C'est seulement chez nous qu'on doit couper. Il faut aussi que les étrangers voient. C'est pas nouveau en tout cas. Bonjour vous, Karine. Bonjour Michel Gachou, bonjour téléspectateurs. Je sais que vous avez vécu cela hier sur la toile. Maintenant, on accuse les uns et les autres d'avoir partagé l'information de la coupure d'électricité comme si c'était nouveau. Parce qu'en France... Direct, non? Oui, c'était en direct, ça passait à la chaîne nationale. Qui a donc partagé à qui? Si c'était en direct. Bon, parce qu'on commente. Oui, parce qu'on a commenté. On a dit qu'on a coupé la lumière, alors que maintenant on dit qu'il y a un bonbon. Que, en fait, c'est le groupe qui a lâché. Voilà. Maintenant, il fallait qu'on s'entraîne avec Eneo pour que Eneo nous donne encore un peu la lumière en attendant que le match finisse. Voilà. Donc, en tout cas, on en reparlera pendant l'émission avec vous. Le temps également pour nous de saluer tous ceux et celles qui prennent le regard à l'instant. Installez-vous confortablement, madame, messieurs. N'oubliez pas non plus qu'il y a des codes qui vous permettent en réalité d'être interactifs avec nous. Oui, des plateformes Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook ou encore 10-12 le Zénith. Nous vous lirons tout à l'heure. Bonjour à vous, Dominique Audrey Oyengele. Bonjour Michel Gachou, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire d'une jeunette. Elle est âgée de 23 ans, elle sort avec un jeune homme de 28 ans et elle dit que ça fait quelques semaines déjà... Attends, 23 ans, elle est jeune. Ouais, elle est jeune, surtout par rapport à son histoire, elle est très jeune, par rapport à son problème. D'accord. Donc elle est âgée de 23 ans, le jeune homme en face, son vis-à-vis, est âgé de 28 ans. Et il y a quelques semaines, la famille du garçon a procédé au processus de toquer porte. Et ça s'est très bien passé. Mais le problème de la jeune fille, c'est que elle dit que sa belle-mère, âgée de la cinquantaine, mère de 4 enfants dont son fiancé est le premier des garçons et il est le deuxième né, que sa belle-mère lui met la pression pour qu'elle fasse un bébé. Oui, elle lui met la pression, elle dit qu'à son âge, elle devrait déjà avoir un petit-fils et tout. Donc la jeune fille dit qu'au début, son fiancé la soutenait devant sa mère en disant à sa mère, non maman, pour le moment, on n'est pas prêt, on va le faire et tout. Et puis un temps, celui-ci s'est rangé du côté de sa mère et commence aussi à lui mettre la pression. En réalité, elle dit qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins d'un enfant aujourd'hui parce que elle est encore étudiante et elle a demandé à sa belle-mère de lui donner au moins la possibilité de faire son BTS avant de faire un enfant et sa belle-mère ne l'attend pas d'une bonne oreille. Donc elle dit que elle a besoin de nos conseils ici parce que ses parents à elle lui ont demandé d'aller d'abord à l'école. Voilà, un acte de 23 ans. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Et elle dit que chaque fois qu'elle est avec son fiancé désormais, ça part en sucette parce que lui il veut l'enfant, elle veut l'enfant mais elle ne veut pas l'enfant maintenant, elle veut terminer d'abord ses études. Il y a donc un conflit entre poursuivre ses études. Il y a un conflit parce que, si vous voulez, un conflit personnel parce qu'elle ne sait pas comment choisir entre la volonté de sa belle-mère à elle, le choix de ses objectifs en allant à l'école, et c'est des réalités qu'on a permanemment dans notre société aujourd'hui. Bon,
puisque l'affaire, c'est Ils ont une pris la dame qui liste de la parle. dot, ils n'ont pas encore programmé la dot. Alors, Dominique Donc, Audrey, vous justement, savez. sur la question, Pourquoi moi comment, oui, puisque vous avez pris le temps de recouper l'histoire pour nous en même Oui. temps, et quand vous taillez l'histoire, vous croyez en réalité qu'il y a un choix à faire. Comment on a qualifié le choix entre suivre ses projets de vie, dans son mariage, faire un enfant, parce que faire un enfant également implique, c'est des nouvelles responsabilités qu'on engage. Alors, Un nouveau chantier. comment Mais là, on c'est pas un projet de vie. je ne dis pas le Ça contraire. On y va, mon bon. Ça ne veut pas dire que c'est de vie. On saura justement comment en venir à une solution viable pour chacun. Alors, qu'est-ce que Dominique pense de la situation véritable? Comment faire un choix dans ce cas? Non, qu'elle écoute ce que ses parents lui ont demandé de faire. Ses parents lui ont dit qu'ils n'ont pas de problème avec le fait qu'elle fasse des enfants, Ouais. mais qu'elle termine d'abord le cursus. Vos parents ne peuvent pas vous payer la pension. Vous savez, le BTS, c'est une école de formation, et les écoles de formation, ça coûte les yeux de la tête. Et c'est la mère de l'autre qui va venir vous dire que non, madame, tu vas d'abord faire l'enfant. Non, 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 non. Non, ouais. Venez doter, non? Dotez, épousez-la et après vous ferez d'elle ce que vous voulez. Non, il y a tout Mais le temps, non, ça veut rien dire, ça s'arrête. Vous savez comment les benguistes procèdent, non? Ils portent même de 4 filles avant de rentrer en 2 semaines. On interdit de Donc- trouver beaucoup de femmes. Donc, non, la jeune fille, plus sérieusement, doit d'abord terminer avec ses études. La maternité, c'est un projet. Charles Hamel le dit ici tous les jours. Et ce projet-là, ça doit être fait de façon... ça doit venir instinctivement. Il ne faudrait pas qu'elle fasse un enfant simplement parce que... Vous n'avez pas dit que faire un enfant, c'est un Non, mais projet. Dominique Audrey évolue. Elle nous donne ses arguments et puis nous Oui, l'écoutons. instinctivement, elle doit ressentir le besoin. Ici, la fille ne veut pas faire d'enfant. Mais maintenant, si elle se retrouve à faire cet enfant-là, elle va le faire. Elle n'est pas encore mariée, elle vit avec ses parents. Elle va le faire parce que c'est sa belle-mère qui lui tord le cou. Fais un enfant, j'ai 50 ans, fais un enfant, fais un enfant. Mais Bon, vous permettez qu'on évolue. ils sont 4. Ouais. Pourquoi on lui met la pression à elle? Pourquoi sa belle-mère ne peut pas dire que vraiment elle est encore petite? Et elle m'a demandé de lui donner jusqu'au BTS. Certainement elle est en première année. Donc l'année prochaine, après avoir obtenu son examen, elle pourra faire cet enfant-là. Cette mère doit se mettre à la place de la mère de l'enfant. Donc cette fille, on nous a dit ici que il faut respecter ce que vos parents vous disent. Donc pour le moment, c'est votre mère et votre père, je vais dire vos géniteurs qui sont vos parents. Donc, vous allez respecter ce que vos parents vous disent et non désobéir, parce que la désobéissance, c'est une mauvaise chose. Je vous relance. Allez-y. Vous, à la place de cette fille, Je fais ce que mes parents m'ont dit, me demandent de D'accord. faire. Et où je fais ce que moi j'ai décidé de faire. vous, à la place de la belle-mère, vous attendez justement vous attendez un enfant au plus vite. Vous avez peut-être des craintes pour votre fils. Vous vous demandez si tout va bien en même temps. Est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, vous ne trouvez pas un justificatif dans la demande La de cette mère, belle-maman? la belle-mère ne s'inquiète pas si son fils, si ça écrit ou si ça n'écrit pas. Ouais. Elle s'inquiète parce qu'elle estime qu'à 50 ans, elle doit avoir déjà un petit-fils. Mais son fils n'est pas l'aîné. D'accord. Son fils est le Donc, vous voulez- deuxième. Donc, il y a d'autres personnes. Moi, j'estime Elle a qu'elle ne d'évoluer sur devrait son pas... fils. Elle attend beaucoup de son fils. quand Elle, même. oui, mais il faudrait qu'elle comprenne. On ne vit pas par transposition. Je dis ça tous les jours. Les parents ne doivent pas vivre au travers de leurs enfants. C'est malsain d'avoir une mère qui se couche chez elle ou bien elle est assise dans son salon et dit « Ok, aujourd'hui je veux que ma belle-fille fasse ceci, ou bien il faut que mon fils fasse cela, parce que je suis sa mère, parce que, non. Très bien. » Les enfants arrivant à un certain âge ont le droit de décider de ce qu'ils veulent faire. Et à ce moment-là, ils viennent vous demander vos conseils. Mais maintenant, en tant que mère, si c'était sa fille, je ne suis pas sûre qu'elle le prendrait de la meilleure des façons, qu'elle parlemente avec la fille. Et d'abord, ils n'ont même pas encore épousé, donc il n'a même pas de pression à faire cet enfant. Voilà. Vraiment. Argument saisi justement ce matin, Karine Santia. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à cette fille qui demande à l'aider à trouver la Voilà, meilleure d'accord. issue possible pour son avenir? Faire un enfant, suivre les cours, À te coucher, tu attends, il vient faire l'enfant avec toi. ça veut dire quoi? Ok, quand la belle-mère dit que fait l'enfant, on fait comment? On fait l'enfant là comment? Quand on vous demande de faire l'enfant, faites l'enfant. Faites l'enfant. Parce que la belle-mère veut un petit-fils. Donc faites l'enfant seulement pour elle d'abord. Maintenant, plus tard, vous allez faire l'enfant pour vous. Cette histoire, quand même, nous replonge dans notre quotidien. Elles sont nombreuses, ces femmes qui
ont pris des décisions parfois avec leur conjoint et qui, à un moment donné de la relation, sont obligés de faire des compromis en fonction des pressions qui viennent ça et là. Sauf que les compromis ne sont pas toujours en faveur d'elles-mêmes. On ne fait pas l'enfant d'abord pour l'autre. C'est pas une commande qu'on passe dans un restaurant. Faire un enfant, c'est pas la commande d'un poisson brisé qu'on fait et puis après il est cuit et puis vous pouvez manger. Non. Est-ce qu'elle est assez... C'est tout un projet et quand vous l'écoutez, vous comprenez qu'elle peut avoir 23 ans mais elle est très très naïve. Très naïve. Elle est peut-être déjà fiancée à ce garçon mais il y a beaucoup de naïveté dans ses actions. Et faire un enfant aujourd'hui alors qu'elle n'a même pas terminé, ça ne sert à rien d'en faire maintenant si elle n'est pas prête. On conçoit d'abord l'enfant psychologiquement avant de le faire dans le ventre. Avant d'avoir dans le ventre. Oui. Si elle veut faire son enfant, si elle veut qu'elle le fasse, mais si elle ne veut pas, qu'elle dise à sa belle-mère, l'année a déjà commencé, quand l'année termine, elle pourra, avec son fiancé, je sais pas. Bon, on a des camarades de promotion qui ont fait des enfants pendant qu'on... Les gens font les enfants en 6e. Voilà. Oui. Donc ce que vous dites là, c'est pas nouveau. Ce qui est dans cette histoire, c'est que la fille a une nette idée de ce qu'elle veut d'abord. Du moins, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Oui, justement, est-ce qu'on ne peut pas grandir avec tous ces éléments ensemble? Michel Gachou, je dis que la fille là ne veut pas. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas encore faire l'enfant. Elle est dans une famille où on a quand même fait un certain nombre d'investissements sur elle. Oui. Même si c'est qu'après elle va se marier, elle va porter le nom de quelqu'un d'autre. Ça, on ne refuse pas. Elle est dans une famille où les parents ont d'abord une idée de ce qu'ils veulent de leur fille. Et au moins pour ça, si cette personne voulait qu'elle fasse l'enfant, ils auraient dû dire non, laissez, nous allons nous charger de sa scolarité cette année. On ne laisse pas que le père termine l'argent de l'école parce qu'on a terminé l'argent. Hein. Maintenant, si on a terminé l'argent, même que vous soyez au privé ou au public, on a déjà terminé. Quand vous terminez, avant qu'on vienne vous dire que non, il faut qu'elle fasse l'enfant et tout. Vous voyez, ce sont des pressions comme ça qui font que après les enfants ne savent plus à quel sens vouer. Je vous la repose ma question. Oui. On est jeune, on a assez d'énergie, on a assez de force. Elle a 23 ans, à supposer que le garçon a quel âge déjà? 28. Il a 28 ans. 28 ans, 30 on est plus loin. On fait ses enfants tôt, on grandit avec eux, on embrasse également sa profession ou ses formations, on grandit avec. Est-ce que c'est pas justifier justement la demande de la belle-mère à ce moment précis? Quand on finit de justifier la demande de la belle-mère, je vous comprends. Hein? Quand on finit de justifier la demande de la belle-mère, qu'est-ce que vous moi je pose la question. Non, parce que je crois, si il y a une jeune fille qui nous a posé son problème. On grandit avec son homme ou sa femme, on grandit avec sa profession, on fait ses enfants tôt et on grandit avec eux. C'est ce que moi je sais. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas quand même s'interroger sur la nécessité pour cette fille d'obéir à la volonté de la belle-mère? On ne met pas la pression. Voilà. Non, on ne met pas la pression à quelqu'un pour faire les enfants. On ne le fait pas. D'accord. On ne met pas la pression. Est-ce que c'est pas après tout, c'est d'abord une décision personnelle. Ça peut être un appel, non? Si vous voulez, ça peut être un appel, ça peut être n'importe quoi, mais je dis, elle ne doit pas faire un enfant sous pression ou à la demande de quelqu'un. Il faudra qu'elle le veuille. Très bien. Aussi. Parce que, un chantage. Parce que après, ce sera comme si elle ne fait pas d'enfant, elle ne va pas se marier avec son fils. Non. Vraiment. Il faut aussi que les parents se placent aussi à la place des parents de cette fille. Très bien. Parce que dans cette affaire-là, ils ont décidé tout seuls, ils ont toqué la porte. Maintenant, eux, ils veulent l'enfant. Ils ne savent pas ce que la famille de cette fille veut. Ils savent qu'ils veulent venir à la dot et puis on dit qu'on ne veut plus. C'est assez compliqué quand même parce qu'on sait que l'homme épouse la femme se marie. En attendant justement de voir la suite. Ça veut dire que le père de la fille doit accepter de donner sa fille. Plus tard, il peut refuser. On va comprendre. Charles Hamel, je voudrais bien savoir. Lorsque le garçon veut obéir à la volonté de sa mère et s'oppose justement au refus de sa femme, qu'est-ce qu'on fait pour ce garçon? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quel conseil, quelle orientation pour ce dernier? Monsieur Michel Gachou, je connais des jeunes filles qui ont Master 2 et qu'on a essayé de poser en année licence, en année de DEC, qui ont fait comprendre que je pars d'abord à l'école. Laisse-moi. Je veux d'abord suivre mes études. Elles ont obtenu le Master 2. Elles sont en Master 20 maintenant au quartier. Elles n'ont même pas une demande. Plus une demande et elles n'ont même pas de travail. Le fait pour la mère, la belle-mère, de dire « fais-moi un enfant » est un signe d'acceptation
est un signe d'accueil, est un signe de civilité traditionnelle et bantou. Et un signe d'amour. Une belle-mère passera par quel chemin pour vous demander un enfant si elle ne vous aime pas? C'est parce qu'elle a vu en vous une pépite. Lorsqu'il y a déjà eu la cérémonie du toqué-porte, la maman s'efface. Je dis la mère s'efface, monsieur Michel Ngacho. La mère de la fille. La mère de la fille s'efface et elle laisse la place à la belle-mère. Parce qu'on ne parle pas comme des aventuriers. Il y a des mécanismes qu'on met sur pied avant d'accepter. Je suis d'accord pour le principe quand Dominique a parlé tout à l'heure, qu'il y a des gars qui dotent 4 filles. Même quand tu arrives, c'est l'argent, c'est le bluff. Il y a des familles qui ne vivent que du bluff. Mais un père sérieux qui se veut sérieux, il y a un ensemble de questions, un ensemble d'enquêtes à mener avant d'accepter cet état. Pourquoi? Parce qu'au sorti de là, vous recevez la liste. Donc j'estime que cette fille n'a pas reçu l'éducation au mariage. Cette fille a reçu l'éducation de l'école du blanc. Va à l'école du blanc. Le diplôme ne te perdra pas. Tu auras ton diplôme et le diplôme fera de toi ce que tu feras. Sauf une bonne femme, une bonne épouse, une bonne mère. Par conséquent, M. Michel Ngacho, cela fabriquera une entêtée, une insolente, une méprisante. D'ailleurs, elle a dit, je fais ce que j'ai envie de faire. Monsieur Michel, vous me permettez de vous relancer, Charles? Non, vous allez me relancer. Laissez que j'arrive jusqu'au bout. Elle ne l'a pas dit. Je fais ce que j'interprète. Permettez-moi, c'est sûr. Quand on va marcher, on interprète l'habit, la couleur de l'habit, on peut imaginer quel comportement vous avez. Monsieur Michel Ngacho, cette fille a le comportement de sa mère. Ça veut dire que même chez eux, son père souffre, il s'est adapté à la situation. Pourquoi? Quand la fille va déjà en mariage, on lève les mains. C'est la nouvelle famille. La transition entre la liste et la dot, c'est la période où on prépare la jeune fille. Comme tu vas entrer là, voici comment on fait chez nous. Moi, j'ai fait mes enfants à 19 ans. Moi, j'ai fait, c'est la causerie avec la belle-mère. Pendant que chez eux, on va à l'école, elle entre dans une famille où on fait les enfants tôt. Elle n'a pas pris la peine d'étudier cette nouvelle famille. Elle se jette. Monsieur Michel, vous pouvez permettre, j'ai juste une virgule, Charles, parce qu'il faudrait qu'on se... Je termine, je suis à la fin. Vous allez me lancer. À côté de ça, on va naître ce qui naissent chez tous les idéaux que vous entendez et vous lisez sur Facebook. Je vais accoucher, mais je n'arrête pas mes enfants, mes seins vont tomber. Je dois d'abord finir le régime, parce que pour prendre la grossesse, il faut que je fasse le régime. Mon corps ne me plaît pas. Il faut que je fasse le régime. Je perds même 30 kilos. Pour perdre 30 kilos, c'est minimum 1 an, monsieur Michel Ngacho. Elle va continuer à dire non. Il faut que je trouve d'abord le travail. Je viens de finir avec mes études. Je dois trouver le travail. Elle trouve le travail. Vraiment, il faut que je travaille 1 an, comme le corps du travail a dit. Pourquoi porter une grossesse? Après 1 an, je ne reste pas même épargner pour faire l'enfant. Voilà les expressions connes qu'on entend aujourd'hui des jeunes filles qui bazardent, qui balancent. Je suis excessif, je l'avoue. Parce que dans les années 80 à 2000, on avait plus de femmes mariées. Aujourd'hui, on a plus de filles mères, monsieur Michel Ngacho. On a plus de filles mères que de femmes mariées, que de filles mariées, parce que les filles aujourd'hui ne savent pas là où elles vont. Question à des volets. Premièrement, pour chuter sur ce que vous venez de dire, années 80 jusqu'en 2000, enfin, aujourd'hui, hein, depuis 2000, on a des filles mères, effectivement. Plus. On a plus de filles mères. On est quand même, on va se demander. Qu'est-ce que les parents ont fait? Premier élément. Mais cette question que vous dites a failli faire des étincelles sur ce plateau. On s'en souvient. Mais quand le parent dit à l'enfant de faire comme ça, l'enfant ne suit pas. Le père va se tuer parce que l'enfant dit qu'il ne suit pas. L'enfant ne suit pas. Monsieur Michel. Effectivement. Est-ce que les parents, permettez, est-ce que le parent, puisque nous sommes tous parents également, c'est interpellant entre parents, est-ce que le parent a été réellement à la hauteur de la tâche qui lui incombait, justement de restituer l'héritage ancestral? Monsieur Michel Ngacho. Ma première fille est partie en mariage à l'âge de 18 ans. Oui. Ma première fille. Oui. Elle en a 24 aujourd'hui et elle a fait 2 enfants. Oui. Je le dis à mon vision, elle me regarde. Le jour où on est venu toquer, après que j'ai mené les enquêtes de la famille, j'ai levé les mains. C'est sa nouvelle famille qui la prend, monsieur Michel Ngacho. J'estime qu'à l'âge où j'ai déjà dit oui, je suis prêt à recevoir quelqu'un qui veut te prendre en charge. Lorsque j'ai déjà dit oui, moi le père. J'ai déjà dit oui. Pourquoi je vais encore venir m'interposer en disant que non, tu dois faire ça?
ça va revenir à ce que même cette fille étant mariée, son père aurait toujours le droit de regard sur son foyer. Et on a vu des parents comme ça, qui une fois la fille mariée, le père est toujours là. Il te parle comment? Le père à la maison le matin. Il ne t'a pas mentionné, le père, non. Le père doit se lever les mains. S'il ne le veut pas, on ne veut pas accepter le toquet de porte. On ne toque pas, dit ma fille encore jeune, allez attendre, elle finit l'école, vous reviendrez toquer après. Très bien. Ça, c'est peut-être ce qu'il fallait dire. Mais bon, je voudrais que l'on comprenne. On a besoin quand même aujourd'hui dans nos sociétés des femmes instruites, n'en déplaise. On a besoin d'avoir des femmes qui, au-delà de l'éducation au mariage ou des familles, on a aussi envie d'avoir des femmes qui aient flirté avec l'école. Et c'est très important pour chaque couple aujourd'hui. Ne trouvez-vous pas qu'il soit judicieux d'avoir un couple où l'homme et la femme s'entendent bien et qu'il soit sur une balance de compréhension et que le diapason soit identique et qu'on donne la possibilité à cette fille d'aller à l'école avant de faire ses enfants? Est-ce que c'est incompatible d'aller à l'école et de porter une grossesse? Là est toute la question. Or, ce n'est pas incompatible. La fille a dépassé le niveau baccalauréat. C'est un niveau avant baccalauréat que dès que vous êtes enceinte, on vous exclut. Je vois bien des filles. Moi, bon, je ne veux pas citer le nom ici. Il venait de prendre la retraite bientôt. On a vu, j'ai fréquenté avec une femme qui était mariée et qui avait la grossesse, qui portait sa grossesse. Porter ses grossesses, son mari étant haut fonctionnaire. Elle portait ses grossesses, allait à l'école et elle continue en administration. Son mari est allé à la retraite il n'y a pas longtemps. Donc il n'y a pas d'incompatibilité de faire son enseignement supérieur et porter le grossesse et faire des enfants. Aucune incompatibilité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, de deux, la jeunesse, la génération d'aujourd'hui pose les problèmes en termes de conflit. Chaque fois, c'est le conflit. Mon mari s'allie à sa maman. Bon, où est le problème ici? Mais justement, ma fille qui nous regarde, tu vas apprendre désormais à épouser les idées de ta belle-mère et à te réveiller avec celles de ton mari. Ce sont les idées de la belle-mère que tu épouses, ma fille. Tu es en train de laisser, maintenant, justement, tu es en train de nous montrer justement ce que Amadou Ampatemba disait dans Koulel, l'enfant Peul. Et c'est bien, en Afrique traditionnelle, l'individu est inséparable de sa lignée, qui continue de vivre à travers lui, et dont il n'est que le prolongement. Une citation, c'est ce que Chalamel vous disait. Mais malgré ça, vous dites, il arrive souvent que la fille d'un bourgeois tombe amoureux du jardinier. Un peu comme c'est le cas avec Barack Obama. Tombe amoureux du jardinier. On va essayer et tout. Mais à un moment, lorsque va dire, la maman de la fille va commencer à lui apprendre, ma fille, comme tu vas, voilà. La mère qui l'accompagne, qui est appelée de l'accueillir, va lui dire, voilà comment on vit. C'est ça, c'est pour cette raison qu'en fait, Jean Lamel a dit, oui, il y a ces échanges de formation pour savoir intégrer. Vous ne pouvez pas aller en mariage, être dans un foyer et dire, mon père m'a dit que je ne peux pas, je vais. Qu'est-ce qui garantit? Après le BTS, elle aura besoin de faire une licence professionnelle. Elle aura besoin de... Est-ce que 23 ans, est-ce que 23 également, vous me permettez de le dire, en amont de vision, sans pourtant frustrer celles qui nous regardent ce matin, mais à 23 ans quand même, mon Bengan, on a connu des mamans qui ont fait des enfants très tôt, qui ont grandi avec leurs enfants, qui ont eu toute la force nécessaire de leur en donner un peu plus vite. Est-ce qu'à 23 ans, notre sœur qui nous propose l'histoire ce matin, n'est-elle peut-être pas un peu trop vieille déjà à 23 ans? Elle est vieille. Moi, ma maman m'a donné à 18 ans. Ouais. Et elle en a fait 9. Moi-même, voilà, j'ai dit à 24 ans, j'avais 2 enfants. Vous imaginez que ma femme avait moins de 24 ans. Voilà. Elle avait déjà 2. Est-ce que c'est est-ce que ça l'a empêché d'émerger des trucs? Est-ce que c'est l'occasion d'interpeller justement la jeunesse d'aujourd'hui, féminine d'ailleurs, qui pense que... Permettez de... Non, c'est un problème d'organisation. Oui. Dans la société, là où vous allez, c'est un problème d'organisation. On ne vient pas avec des idées préconçues. Est-ce que le fait d'avoir... Les docteurs sont là, non? Il y en a qui ont fait grève à Yaoundé dernièrement. Est-ce que moi, mon problème est le suivant? Est-ce que le fait de préparer son examen BTS empêche la grossesse? Ou alors est-ce que la grossesse empêche
la poursuite des études académiques. Est-ce qu'on a fait également ça n'empêche pas, la grossesse n'est pas une maladie. Bon, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, le délitement dont vous faites à chaque fois évocation sur ce plateau de la société, si vous voulez même économiquement parlant, a eu un impact dans les familles, ce qui fait que les filles ont peur de faire des enfants très tôt parce qu'elles se disent comment est-ce que je vais assurer justement l'éducation de cet enfant qui arrive. Tout à fait. Il y a aussi eu des mauvais garçons. Oui. Un garçon peut enceinter 3 filles et fuir. Ça, on en trouve. Il y en a qui continuent même à le faire. Peut-être comme il y a précarité de l'emploi, il est cadre quelque part, il va enceinter les enfants, fuit, il te dit, bon, parce que telle fille là va pleurer, tu es même sûr que c'est moi qui t'ai enceinté, fuit, voilà. Il y a des mauvais garçons comme ça dans la société. Mais ici, c'est à déplorer. Celle-ci a une famille qui l'a acceptée. Une belle-mère qui ne se comporte pas comme j'entends souvent. Je m'en fous de belle-mère. Je vais épouser un homme quand sa mère sera morte. Voilà. Mais au moins, voilà une belle-mère qui est prête, qui voudrait que tu lui donnes un petit-fils, une petite-fille. Voilà. Et elle pose ça comme un problème, comme un coup d'état. Parfois même ça commence dans la maison où une maman reste voir sa fille et dit à sa fille que je dis, tu as quel âge? Si tu ne veux pas, tu n'as pas trouvé un homme dehors, on va accoucher, tu amènes, je vais élever. Ça commence parfois dans la maison où la maman demande à la fille que parfois c'est avec son fils. La maman dit que mais tu as quel âge? Mais moi je suis ici là, je tourne, je ne sais pas. Pardon, fais-moi un enfant, tu m'amènes l'enfant ici à la maison. Mais Dieu merci, ça n'a pas démarré à la maison. C'est la belle-mère qui dit viens, je vais te prendre en gros une fois, donne-moi un enfant. Mais si elle avait dit à la belle-mère que belle-mère, vraiment comme on a commencé le processus, accélérons. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous dire, il y a beaucoup de jeunes filles qui vont, qu'on va toquer l'époque, parfois on va doter la fille enceinte de 2 ou 3 mois. On cache, je vous dis on cache. On le sait. Mais on oublie, non, on cache. Tout à fait, on cache. Je vous dis on cache. Parce que quand la grossesse est reconnue, on a des choses qui ne peuvent pas être faites. On cache, on savait, on fait bien qu'après ça rattrape toujours. Donc il faut dire, monsieur Michel Ngatsou, dire aujourd'hui se placer que les bantous sont comme ça. Non. Je pense que la belle-mère l'a accueilli. Et elle devrait se plier aux exigences de la belle-mère. En fait, non, je ne suis pas d'accord parce que la jeune fille mentionne que son petit ami, elles n'ont même pas les moyens pour s'occuper d'un enfant, de cet enfant-là maintenant. Donc, on va faire un enfant, lorsqu'il va falloir acheter la couche plastique, là, je crois que c'est 50 ou c'est 100 francs, un mât, il faut le plastique pour l'enfant mât, il faut l'argent des couches mât, il faut le lait mât, je veux l'argent pour aller faire la vaccination, non. Mais ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'il faut que cette fille désobéisse à ses parents qui lui payent l'école, parce qu'elle va suivre la belle-mère. Parce que ses parents lui ont dit pas d'abord à l'école. On a dit, les parents ont accepté la bouteille. Les parents ont accepté la bouteille. Et ses parents lui ont dit non, pour le moment, l'histoire d'enfant là, pas d'abord à l'école. Les parents ont accepté la bouteille en sachant que leur fille et leur beau-fils, futur beau-fils ne travaillent pas. Voilà. Quand je suis allé toquer, moi on m'a donné la machette. Lime pour savoir si je sais limer. Merci beaucoup. Et comme ça, elles savent que leur fille ne va pas mourir. C'est bien sûr l'histoire du jour, mesdames et messieurs. Merci de nous donner, bien évidemment, l'occasion de vous lire à travers vos nombreuses réactions. Tout de suite et maintenant. Et dans le cadre de 10-12 Zénith, la colère exprimée par Charlemagne Mathieu. Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact des accords de partenariat économique sur les entreprises camerounaises. Entendez, très petites entreprises et moyennes entreprises. L'actualité économique au Cameroun est reconnue par l'inauguration successive depuis quelques semaines de plusieurs super et hypermarchés dans les principales villes de ce pays. On a célébré les inaugurations des hypermarchés, supermarchés, c'est bien. L'ouverture de ces magasins est un pas supplémentaire vers la modernisation de la distribution des biens de consommation avec pour conséquence la stabilisation des prix, la réduction de la spéculation dans le commerce
et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages camerounais. C'est bien. Elles sont des débouchés stables pour les très petites entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises camerounaises, ainsi que les succursales locales des grandes entreprises étrangères. C'est toujours bien. Sauf qu'elle aura pour conséquence immédiate de maintenir le Cameroun dans un déficit permanent de sa balance commerciale. Précisons, balance hors pétrole du fait de la dépendance excessive du Cameroun vis-à-vis de ses importations. Le Cameroun importe tout, jusqu'au cul-dent. L'arrivée de ces hypermarchés après la signature des APE va-t-elle favoriser l'essor, mieux l'industrialisation du Cameroun? Quels en seront les mécanismes? Allez parcourir la stratégie nationale de développement 2020 et 2030 pour comprendre que nous évoluons là dans une sorte d'hérésie. Même si l'on va sur la base de 80% de produits européens contre 20% de produits locaux, nous aurons notre balance commerciale déficitaire. État de choses qui va pousser nos dirigeants à utiliser un prêt en devise auprès du Fonds monétaire international pour soutenir le déficit de notre balance de paiement. Quelle stratégie le gouvernement a-t-il adopté pour mettre les accords de partenariat économique au service du développement et la promotion de l'industrie dans notre pays? La signature de ces accords de partenariat économique et la présence de ces géants aura pour conséquence que les entreprises camerounaises seront soumises à une extrême grande compétition à venir qui ne se fera pas à armes égales. Et vous m'en donnerez peut-être raison. Savez-vous que les moyennes entreprises et les grands groupes industriels de l'Union européenne qui ont désormais accès à notre marché disposent d'un outil industriel performant, moderne et automatisé, leur permettant de produire en grande quantité et avec peu de facteurs de production tels que la main-d'œuvre ou l'énergie. À l'inverse, nos très petites, très peu performantes ces entreprises et qui consomment beaucoup d'énergie dans un délestage total, fonctionnant avec des sources d'énergie onéreuses et polluantes pour notre environnement, telles que le diesel. Deuxième mot, la productivité de nos industries est très faible et les coûts de revient très élevés du fait de l'obsolescence du parc des machines dans les industries camerounaises qui alourdissent les charges de maintenance de voitures, les pièces de rechange d'origine qui ne sont plus fabriquées. Dans de nombreuses usines aujourd'hui, on utilise des machines dont on ne fabrique plus les pièces de rechange. Il faut se battre à procéder à des adaptations, des refabrications, parce qu'en Europe, c'est mort. Troisième mot, l'absence de financement du gouvernement qui préfère financer des entreprises budgétivores comme Camerco. Absence de financement du gouvernement à moyen ou long terme pour conquérir des immobilisations telles que les machines, les bâtiments industriels, le matériel de transport, les logiciels. Quatrième mot, la non-maîtrise de la chaîne logistique d'approvisionnement qui oblige nos industries à constituer des stocks de matières premières sur une longue durée, immobilisant ainsi une partie importante de la trésorerie qui devrait servir à financer le fonds de roulement ou de nouveaux investissements. Voilà donc les entrepreneurs camerounais complètement désarmés face à la concurrence que représente l'ouverture progressive de notre marché domestique aux entreprises industrielles de l'Union européenne. Pourquoi n'avoir pas profité des accords de partenariat économique avec l'Union européenne pour doter d'abord nos usines de machines, équipements de production neufs et performants qui consomment peu d'énergie avec des frais de maintenance faibles afin d'engranger des gains de productivité dont baisser les coûts unitaires dans les industries camerounaises. Comment donc faire pour que le Cameroun oriente les accords de partenariat économique vers le développement de nos exportations et surtout l'industrialisation de notre pays? Tant qu'on n'aura pas résolu, j'ai bien peur que nous allons nous retrouver comme certains pays de la sous-région, consommer et finalement devenir de très bons paresseux. Merci infiniment, monsieur Batchou, ce matin pour cette colère que vous nous restituez. Nous saluons le continent africain ce matin, nous saluons tous les Camerounais qui nous regardent ce matin et on voudrait réellement que les oreilles soient grandement ouvertes pour comprendre la supercherie qui existe entre l'Union européenne notamment et les pays baptisés de l'ACP. Hein?
parle de la ACP justement. Afrique, Caraïbes et Pacifique aujourd'hui. C'est très important de le comprendre. Est-ce que vous comprenez fondamentalement que tout ce que vous produisez au Cameroun, d'ailleurs vous ne produisez presque rien au Cameroun, que vous consommez tout ce qui vient de l'Union européenne aujourd'hui? Est-ce que les Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent cela? Est-ce que les Camerounais comprennent en réalité, à travers la colère qu'exprime Charlemagne Bachou, qu'il y a un jeu qui est tel que les entreprises au Cameroun sont en train de mourir, on ne fait rien pour relancer la machine, on va dire industrielle au Cameroun, on ne fait que consommer ce qui vient de l'étranger. Raison aujourd'hui. Il y a tellement de conséquences que même l'économie camerounaise connaît un réel problème et nous croyons qu'il est temps justement d'en parler tout en invitant le peuple que vous êtes à ouvrir grandement vos oreilles aux analyses qui seront faites sur ce plateau aujourd'hui. Je commence avec Karine Santia sur cette question sur l'impact que l'on peut bien produire sur le plan économique, j'y arrive enfin. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui ces hypermarchés qui sont de plus en plus naissants, seulement dans la ville de Douala aujourd'hui, on est quand même en train de se demander, ne devrait-on pas faire très attention pour ce que nous consommons venant de l'étranger? Il faut faire attention, mais qu'est-ce qui est inscrit dans les accords que le gouvernement camerounais a signés avec l'Union européenne? Ça, c'est toute la question. Parce que les accords de partenariat économique ont un caractère libéral. Donc, c'est capable d'avoir des répercussions sur le développement économique des deux parties. Maintenant, il faut savoir ce que vous donnez quand vous prenez. Il faut savoir ce que vous allez perdre quand vous vous engagez dans les échanges économiques internationaux. Et le partenariat économique intérimaire signé en 2014 avec l'Union européenne est dans cette logique, est entré en vigueur en 2008. On peut dire que l'APEI permettait au Cameroun notamment d'exposer sur le marché de l'Union européenne des produits sans subir de taxes ni de quotas et sans accorder de réciprocité à l'Union européenne. Sauf qu'il existe un déséquilibre. Peut-être qu'il faudrait expliquer pour que les Camerounais puissent bien vous comprendre là, sur ces points-là. Ça veut dire quoi? Le Cameroun avait la possibilité de vendre, d'exposer ses produits dans les pays de l'Union européenne sans les taxes, sans les quotas et autres. Sauf qu'il existe quand même un déséquilibre profond en termes de rapport de force. Ce que le Cameroun peut exporter dans l'Union européenne est 1% de ce que l'Union européenne peut déverser au Cameroun. Donc la comparaison, l'échange déjà était déséquilibré dès le départ. Nous sommes à 90% justement des produits de l'Union européenne dans ces pays de l'ACP. C'est pour ça que moi je vais jusqu'à 1%. Voilà. Il s'agit notamment de l'ensemble des États accomplis. Donc l'Union européenne, c'est un ensemble d'États déjà accomplis, déjà développés, qui ont un tissu industriel très fort, qui s'associent, qui font des échanges avec des pays de l'Afrique, des Caraïbes et autres, qui sont des pays au tissu économique très faible, frêle, qui n'arrivent même pas, même qui restent questionnables. Les produits manufacturés qui sont déjà des produits finis, qui sont importés ici. Et pourtant, ce que le Cameroun donne là-bas, c'est des produits de base, genre banane, plantain, genre pétrole et autres, mais ce n'est pas des produits transformés. Je voudrais vous arrêter, Karine. Lorsque pas de la banane plantain camerounaise, soyons sérieux, soyons honnêtes, le Cameroun ne produit pas. Les Camerounais ne produisent pas la banane parce que les bananeraies de Ndjomé Pendia appartiennent jusqu'ici à la France. On peut poursuivre. Vous allez dire ce que vous voulez, mais le Cameroun exporte la banane. Voilà. Ça fait partie des produits que le Cameroun exporte. Maintenant, après, il y a que le caractère compétitif des échanges. Les produits de l'Union européenne respectent un réel rapport qualité-prix. Ça, c'est depuis les conventions de Lomé en 1975, si je ne me trompe pas, qui ont établi que les produits de l'Union européenne respectent un véritable rapport qualité-prix, ce que les pays africains n'avaient pas encore. Ne pouvaient pas mettre en place. Ne pouvaient pas mettre en place. Vous voyez que vous échangez avec quelqu'un qui, niveau qualité, il est bon, esthétique, il est bon, phytosanitaire, il est bon, normes, c'est même lui qui les établit. Donc finalement, vous allez finir par être des consommateurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui au Cameroun, il y a cette abondance des chaînes, parce que ce n'est pas juste des supermarchés, c'est des chaînes d'hypermarchés qui sont créées. Vous voyez? Et dans ces hypermarchés, lorsque vous évaluez la quantité ou encore le pourcentage de produits camerounais qui y sont exposés, ils sont maximum 20%. Et quand vous voyez dans les étalages... C'est gentil quand même. Oui, j'ai dit maximum. Vous êtes très gentil quand même à 20%. Parce que là, quand vous faites un tour, vous demandez... Quand vous allez dans les produits camerounais, quand c'est vous très rare. entrez dans un supermarché et que vous visitez les rayons, vous vous rendez bien compte de comment est-ce que les produits camerounais sont disposés dans les rayons. Ouais. C'est soit c'est au fond, soit c'est tout bas,
ou soit c'est à l'arrière des produits. Donc c'est vraiment compliqué si vous voulez en profiter. Et vous voyez que les très petites entreprises camerounaises qui essayent d'exposer dans ces hypermarchés sont obligés encore de faire une autre promotion via les réseaux sociaux ou internet pour pouvoir diriger les consommateurs vers encore ces supermarchés. Et sachez que quand ils vont entrer, ils auront encore le choix entre un produit qui est concurrentiel et qui coûte moins cher que le vôtre. Dire finalement que les Camerounais devraient se réveiller quand même, Dominique Audrey, sur la consommation excessive des produits venant de l'Union européenne aujourd'hui, qui ne permet pas justement de mettre en avant le Made in Cameroun, d'une part, mais surtout interpeller les Camerounais qui sont rentrés dans ce qu'ils appelleraient bien sûr le Made in Cameroun, à trouver les canaux, les axes, les ouvertures pour mieux promouvoir ce qui se produit au Cameroun et déjà l'imposer au niveau de la consommation locale. Vous pouvez pas en vouloir à des Camerounais qui aiment bien manger le porc braisé d'acheter du cure-dent qui ne soit pas du Cameroun, puisqu'au Cameroun on n'en fait pas. Ouais. On ne peut pas faire le reproche aux Camerounais de consommer ce qui est mis à leur disposition dans les marchés. Parce que moi, je vous ai déjà dit ici, j'ai jamais consommé le riz camerounais parce que je ne sais même pas où on en trouve. Et pourtant il y en a. Et pourtant on dit qu'il y en a. Et pourtant, il y en a parce qu'il n'y a même pas de promotion d'abord en interne. Les accords de partenariat économique sont bons ou mauvais selon le pays, selon la capacité qu'a le pays à s'arrimer aux normes et aux différentes exigences. Si on a un pays qui est déjà bien constitué, bien organisé, ils n'auront pas de mal à s'arrimer à ces normes-là. Maintenant, nous, on vient en face avec un tissu économique faible, on ne peut subir que le revers. On ne peut subir que le revers. On finit par être le dépotoir au final. Parce que on a tous ces accords stipulent lever des barrières douanières, lever de. Oh, eux aussi, ils ont ouvert leurs portes. Venez avec vos produits. Mais qu'est-ce qu'on ramène à part la banane? Ils ont ouvert des portes et ils ont mis justement des verrous. Parce que lorsqu'on vous ouvre les portes, on vous dit... Il faut la qualité. Il faut la qualité. Vous n'avez pas la qualité. Il faut les sanitaire. Parce que c'est en face... Puisque en face, il vous opposez la même son juge est parti face à vous, vous en sortez. Oui, c'est eux qui établissent. Oui, bah, quand ils vous disent que nous aussi on a ouvert, lorsqu'ils vous ramènent, disons, je sais pas trop quoi, du ketchup ou bien une sauce vinaigrette, ils respectent tout ça. Et ils entrent avec ça dans votre pays. Est-ce que vous n'avez pas des agences de veille sur la qualité, la norme au Cameroun, pour savoir si les produits qui viennent de l'Union européenne sont de bonne qualité? Tout ce qui vient de là-bas est bon. Donc, ici, on ne se fatigue même pas à chercher à contrôler. On le dit comme ça, que c'est bon on le dit comme ça, oui. Tout ce qui est bon, vos comptoirs. Oui, ne payez pas les douanes. En 2016, durant les 3 années après 2016, le Cameroun a cumulé 10,6 milliards de pertes en termes d'entrée au niveau des douanes. Parce qu'on a levé, non? Effectivement, on a levé et on perd. Et non seulement on perd au niveau de la douane, et on ne gagne même pas en exportation. On ne gagne rien du tout. Donc le Cameroun est très mal parti. Il y a eu les accords de Lomé. Après, il y a eu les accords de Cotonou qui se sont terminés, je crois, en 2020. Et aujourd'hui, on entre en 2021. D'autres pays se sont arrimés. D'autres pays se sont mis en marche pour pouvoir y aller. Mais ici, quelles sont les industries qu'on a? Est-ce qu'on vend même notre poivre? Ne serait-ce que le poivre. Mais on a vite fait d'aller se mélanger avec des gens qui vont nous battre à plate couture. On a tout fait dans tous les sens du terme. On a beau retourner ça encore et encore et encore. Le Cameroun s'en sort perdant. Le Cameroun s'en sort perdant. L'ouverture de ces barrières aurait pu être... Le Cameroun a ratifié ces accords. Oui, depuis. Mais est-ce que le Cameroun peut se désengager? C'est possible. Est-ce que le Cameroun doit se désengager aujourd'hui? Oui. Parce qu'on voit les conséquences qui sont gravissimes sociologiquement parlant, et sur l'économie, sur l'agriculture, et tout ce qui passe avec. Est-ce qu'il n'est pas temps de se réveiller, de relever le gouvernement comme en disant trouvons les moyens pour sortir de là? On peut sortir de là et revenir encore plus fort. On sort de là et on fait un pays, on construit un pays compétitif sur le marché. Oui. Compétitif, ça veut dire quoi? On s'assure qu'ici, on va industrialiser le pays. Et pour industrialiser le pays, il va falloir avoir de l'électricité. Tout commence par là. Parce qu'on ne peut pas travailler dans des usines sans
Demander à sortir serait ouvrir un front de guerre avec l'Union européenne? Pourquoi? Bon, ça pourrait être un front parce que eux, on va leur fermer le marché. On va leur fermer le marché. Ici, et ils font maintenant en stock parce qu'ils comptent sur tous ces trois pays, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ils comptent sur ces trois parties vers lesquelles ils font des stocks énormes de marchandises, que ce soit le make-up, la friperie de sous-vêtements, la friperie, les chaussures et tout. Ils comptent sur l'Afrique pour vendre leurs produits. C'est l'Afrique une poubelle de l'héros. Oui. Oui, Michel, malheureusement. On devrait avoir honte, nous Africains, nous Camerounais, d'être taxés justement de consommateurs de la poubelle européenne. Moi, le problème avec la honte, c'est que dès qu'on finit d'avoir honte, on repart au marché chercher les caleçons en friperie. Oui, ça ne fait rien. Pensez-vous justement, mesdames et messieurs, à ce qui a été baptisé comme étant la guerre économique aujourd'hui? Comprenons-nous en réalité que chaque élément que nous achetons au quotidien peut avoir des répercussions sur nos vies. Comprenons-nous en réalité que lorsque nous achetons un téléphone fait ailleurs, en réalité, nous donnons de l'argent à l'étranger. Comprenons-nous en réalité qu'il faudrait apprendre aux Camerounais à consommer local. On s'en souvient également qu'il y a quelques temps, le premier ministre chef du gouvernement avait fait une sortie où il invitait les Camerounais à la réelle consommation du Made in Cameroun. Utopie ou réalité, le faisons-nous? On en parle après cette colère. Avec vous encore ce matin. Et est-ce que les Camerounais aujourd'hui, après presque une semaine de, on va dire, de propos assez compliqués autour de la demande de l'obtention des cartes nationales d'identité, les Camerounais peuvent-ils se dire aujourd'hui qu'ils ont absolument obtenu ces cartes nationales d'identité de la Délégation générale à la Sûreté nationale? Peut-on dire justement que les garanties d'obtention de ces cartes nationales d'identité sont perceptibles aujourd'hui? Comment se comportent-ils, on va dire, les agents de la police lorsqu'on va revendiquer sa carte nationale d'identité aujourd'hui? Madame, monsieur, ça continue encore de faire tant de bruit. Beaucoup de Camerounais, malgré les plaintes de la semaine dernière, malgré les tensions qui sont perceptibles et qui risqueraient en même temps d'aboutir à la descente d'un collectif je veux ma CNI dans le commissariat, reste encore perceptible. Une gronde se prépare si d'ici à là les Camerounais ne reçoivent pas leur CNI. Comment expliquer que malgré l'appel au calme initié par la DGSN, les Camerounais n'ont toujours pas leur carte nationale d'identité aujourd'hui? Au-delà de la carte nationale d'identité, il y a un réel problème de passeport. Et parlons encore de passeport. Sommes-nous conscients qu'en ce moment, il y a un réel débat en Europe où les Européens, notamment les 27, sont en débat et voudraient imposer désormais, si la Grèce parvient à faire entrer ce projet dans les 27, il faudrait qu'il y ait désormais ce qu'on appelle un passeport vaccinal. Donc, pour avoir un passeport vous permettant de mettre pied dans l'Union européenne, il va falloir être vacciné, prendre son vaccin du Covid-19. Comment les Camerounais perçoivent-ils cela? Allons-nous continuer ou allons-nous accepter? Non, ni les aboutissants, ou d'aucuns disent même d'ailleurs aujourd'hui que le vaccin serait en train de modifier les ADN des humains aujourd'hui. Nous devons attention et bien comprendre bien évidemment ces volets. Madame, monsieur, merci de rester présent et on continue d'interpeller mais surtout d'éduquer. Et Charles Amem Battu est revenu il y a un moment avec une colère exprimée autour des conséquences des accords de partenariat économique sur les PME, si vous voulez, les TPE également au Cameroun aujourd'hui. Comment vous vivez la réalité? Bonbon Bengan Kandje, au-delà justement de cette question exprimée, on pointe du doigt un doigt accusateur sur le gouvernement camerounais qui l'a ratifié, qui a signé, qui a validé. Et aujourd'hui, ne peut-on pas dire que nous sommes inondés, saturés, nous sommes perdants partout avec ces milliers de produits européens qui inondent et saturent le marché camerounais aujourd'hui? Non, nous sommes une poubelle de l'Union européenne et ça c'était prévisible. On l'a dit 1001 fois au président de la République pour deux raisons au moins qu'on lui disait. La première raison, le Cameroun est très petit par rapport à l'Union européenne. Il fallait attendre que les pays, pas seulement de la CEMAC mais de la CEAC, donc les 6 pays de la CEMAC plus la RD Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Angola puissent ensemble évaluer les procédures de signature pour que
au moins les 10 pays là parlent un peu plus fort, mais il y a eu un forcing. On l'a pris Ouattara, chacun a signé. Bon, pour quel intérêt? Oui, l'intérêt on le connaît aussi, pour perpétuer le comptoir colonial dans notre pays. On nous a transformés en poubelle. Deuxièmement, 2 Nigérians, Tony Elumelu et Dangote le lui ont dit lui-même. Au chef de l'État. Oui, ils étaient appuyés par M. Paul Fokam Kamoni dans le forum Investir au Cameroun. Ils lui ont dit, Excellence, le Cameroun, le Nigeria est le premier pays importateur de produits manufacturés au Cameroun depuis 2012. Il faut signer plutôt les accords de partenariat économique avec le Nigeria. Et les 2 Nigérians lui ont dit, permettez-nous de faire les affaires avec nos frères camerounais. Le président a bouché les oreilles, il ne les a pas compris. Il ne les a pas compris. Troisièmement, le groupement interpatronal du Cameroun était contre. Il lui a dit, nous voulons engager ce qu'on appelle le nationalisme économique. Ça veut dire que le GICAM rappelait par exemple qu'il existait des biscuiteries coupantes au Cameroun. Il est inadmissible qu'on tienne des réunions ministérielles avec les biscuits turcs. Je ne parle que de ça. Comment on peut le faire? Donc, en réalité, nous allons là, main et pieds liés, dans une mastodonte qui s'appelle l'Union européenne, qui vous dit, oui, j'ouvre le marché, mais il a des barrières, que le chef de l'État lui-même a dénoncé dans son allocution, je pense, le 31 décembre 2017, en disant que certains pays vont même dans ce qu'on appelle le protectionnisme, et que ce n'était pas bien. Mais pourquoi lui, quand par exemple en 2018, il limite les importations de friperies, lui ne veut pas faire développer localement l'industrie textile, lui-même il part commander le textile en Chine pour venir tuer l'industrie locale. Voilà comment ces choses se déroulent. Donc en réalité, nous avons un gouvernement qui sait très bien que on est en train de tuer le pays. Ça veut dire que nos enfants ne connaîtront jamais des yaourts camerounais. Voilà. Ils ne connaîtront jamais des yaourts camerounais. Voilà. Puisqu'en fait, même à la maison, nous sommes branchés, câble de... Oui, le satellite et tout ça, voilà, les différents bouquets qu'on nous propose, oui. Puisque les entreprises de fabrication de yaourts, parce que Dominique Audrey, Karine aiment souvent donner le goûter à leurs enfants, ce que j'apprécie. Mais il faut acheter des yaourts. Les yaourts camerounais ne peuvent pas faire de publicité. Parce que les entreprises, on est en train de les tuer. Les Chinois les ont déjà tués. Et maintenant, l'Union européenne vient encore les enterrer. Donc voilà, ça c'était connu. Et l'autre chose, Dominique Audrey l'a dit, non seulement nous transférons une poubelle, mais même l'argent, il vous dit, mais venez verser vos poubelles, si même la douane ne va même pas. Moi, je vous dis que je n'ai même pas besoin de l'argent de la douane. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Voilà. C'est pour cette raison, justement, que malgré le fait que Madame Minja va se bousiller à maudire de directrice de l'agence de comment vous appelez, d'investissement, comment vous l'appelez, API. D'investissement, ça ne va rien donner. La preuve, le chef de l'État a tenu lui-même un colloque Investir au Cameroun, telle attractivité qui est venu. Et la même mondialisation lui dit, il faut favoriser les produits à l'exportation. Nous, on avait notre Office national des zones franches industrielles ici, qui était dirigé par un certain Michael Tomtu. On avait pensé que Douala Beuya, ce sera une zone pratiquement industrielle, donc à la zone franche où on va faire des produits exclusivement à l'exportation. Je vous dis, la première femme à le faire, c'était en juillet 1990. Elle faisait les chiffres, parce que vous, quand vous vendez les chiffres là, elle les faisait à soi. Elle n'a pas été accompagnée par le gouvernement. Et elle les vendait où? Dans l'Arabie Saoudite. On parle de médiocrité du gouvernement. Justement, la femme, elle a disparu comme ça. Et aujourd'hui, bon, on vous vend les chiffres comme ça. Voilà. Est-ce que le gouvernement camerounais est Bomo Bengal? Parce que lorsqu'on parle de gouvernement, on l'interpelle et on voudrait prendre les Camerounais à témoin sur le fait que nous exposons ce matin sur les conséquences des accords de partenariat économique
menée entre l'Europe et les pays des ACP. Est-ce que le gouvernement camerounais est idiot, premièrement? Quand il dit idiot, c'est parce que, est-ce qu'il n'y a pas eu on va dire, des enveloppes, des dessous de table qui ont amené le gouvernement camerounais à accepter de tuer l'économie du pays, à accepter de tuer les générations à venir, à accepter de tuer l'agriculture? Finalement, est-ce qu'on ne peut pas questionner même l'entrepreneur en chef lui-même et ses gouvernements, et ses nombreux gouvernements? Avant qu'on arrive à la guerre où on lance les munitions, là, comme ce qui se passe au nord-ouest, ce qui se passe en RCA, il y a la guerre économique. C'est pour ça que vous avez posé la question à Dominique Audrey tout à l'heure. Je vous réponds, et Paul Foucault-Comonier a écrit un livre dessus, L'intelligence économique. Donc, si le président de la République, je ne sais pas s'il a eu l'argent ou pas, mais je sais que les Français l'ont mis là pour pérenniser son territoire colonial, c'est tout. Donc, s'il ne fait pas ça, je ne suis pas sûr qu'il va rester là longtemps. Donc, ils vont procéder par des manières et d'autres. Des manières et d'autres pour le faire. Donc, la guerre, elle est là. Et l'autre chose, j'en parle souvent. Les Camerounais sont... Est-ce que la population, est-ce que le peuple qui nous regarde est conscient qu'il y a une guerre économique à mener contre les produits européens? Oui, le peuple sait. C'est pour ça le peuple a peur. C'est le même peuple, Bonbon Benga. Peut-être que je suis un peu trop excessif quand je pose la question. C'est le même peuple qui écume justement ces hypermarchés aujourd'hui du Nord que de Douala. Non, c'est pas le même. Allez les voir pour faire les photos, etc. le dimanche. Ou on ramène les enfants manger là-bas parce qu'il y a des familles qui ne mangent plus chez eux et qui préfèrent l'acheter à manger dans ces hypermarchés, et vont manger dans leur maison. Il faut justement le faire, il faut justement le dire, Bonbon. C'est pas le peuple, c'est les élites. Et les élites, ils sont formatés à l'Occident. Voilà. Il a un billet, il est sorti de Toulouse, il est sorti de Massachusetts, il dans la voiture devant l'hypermarché pour balader les enfants. Parce que c'est un ancien de l'ESSEC de Douala, il vient trouver ses gars, comme tu es à Total, comme tu es à ceci, bon, voilà les études. Et comme ils sont dans les mêmes loges, ils pensent donc que c'est, voilà comment on nous tue. Et on a procédé pour le peuple auquel vous faites allusion, c'est-à-dire nous là. Ça fait partie du premier point de ce qu'on appelle le consensus de Washington. Parce que ce qu'on appelle la mondialisation, c'est 10 points. Mais le premier disait qu'il faut réformer la fiscalité dans chaque pays du tiers-monde en se fondant sur 2 critères. Le premier critère, baisser les impôts aux plus riches pour permettre à ceux-ci d'investir. Charles Hamel nous parlait, vous aussi. Il y a des gens qui ont les domaines à ODB, ils investissent où? 1 km carré. Ils n'investissent pas. Maintenant, deuxième critère, c'est qu'il faut faire payer l'impôt à un plus grand nombre de populations. C'est pour ça que quand moi je viens souvent avec mes bitacolas là, dans les bas pour vendre, on me dit, ma femme met un ticket au TVP. Mon fils dernièrement veut faire la coiffure. On vient mettre impôt libératoire. Mais ceux qui ont l'argent et tout, ils ont investi où? Très bien. La seule personne qui a osé investir, parce que ça aussi il faut le dire, ils ne sont pas soutenus par l'État, comme la dame dont je vous parlais tout à l'heure. L'Union européenne subventionne ses agriculteurs. Tous. Vous ne pouvez donc pas être en concurrence avec eux. J'en ai parlé hier lundi, avec 2 enseignants d'économie de l'université de Douala. Je lui ai dit, parce qu'ils l'ont discuté là, ça m'a énervé. Il a utilisé une fausse théorie qu'il développe là. Je lui ai dit, mais laissez ça à l'école, n'en parlez plus en public. Il m'a dit, oui, les marchés s'autorégulent. Si vraiment, j'ai dit, mais vous avez dit, depuis que l'humanité existe, est-ce que les marchés se sont autorégulés? Je lui ai même pris l'exemple du pétrole. C'est précisément parce qu'il y a le pétrole de schiste et tout. Les Américains, les Canadiens ont perturbé le marché du pétrole. C'est ça l'autorégulation du marché. J'ai dit, mais que le Cameroun donne aux entreprises, je ne sais pas moi, du yaourt, 10 milliards de francs pour des l'Union européenne donne les mêmes 10 milliards. On va voir si on peut faire ou pas. Est-ce que et le groupe Cacao Barré et mon ami lui aussi qui a écrit, qui là-bas, qui se bat et tout, et qu'on laisse les banques venir démonter les machines, et vous appelez ça comment? Même aux États-Unis, vous avez votre entreprise qui s'appelle Ngachu Numba Limited. Vous êtes privé 100%.
Parce qu'on sait que vous êtes en train de transformer le chocolat américain. Vous êtes en faillite. L'État américain va y mettre de l'argent. Très bien. Parce que le national voudrait que le chocolat de Ngachou Numba Limited doit être exporté dans le monde entier. C'est qu'on ne fait pas ici. C'est comme ça qu'on a tué Milky Way. Au-delà justement des pertes, on va dire, en termes d'entreprise, pardon, également les pertes au niveau, Charlemagne, de l'emploi au niveau du Cameroun, les pertes au niveau de la créativité même, parce qu'en réalité, tellement le marché européen a inondé le marché camerounais qu'on a l'impression qu'on ne peut plus créer, on ne peut plus nous-mêmes manger ce que nous produisons. Alors, il y a quand même lieu de faire des interpellations. Que dire aujourd'hui au peuple camerounais qui nous regarde, en particulier, et en général le peuple africain, tous ceux qui ont signé ces accords partenariats? Il faut dire déjà que la transition énergétique en cours dans le monde, en l'Europe et l'Asie, va, M. Michel Ngachou, augmenter la part des énergies renouvelables qui vont entraîner une baisse de la demande du pétrole. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut dire. Nous sommes basés sur le pétrole, ne l'oubliez pas. On vous parle des ventes du pétrole, on vous parle de l'essor, le recyclage des matières premières qui va également, M. Michel Ngachou, impacter parce que nous ne transformons pas. On exporte de manière brute le pétrole, l'aluminium, le bois, tous les produits à base de... C'est brut. Rassurez-vous déjà cassé. Quand on a annulé le pétrole, c'est Il a fini. fallu qu'on en profite réellement de ce pétrole-là. Charles Metou qui était là, qui voulait, on le prend, on le met au frais. Alors, donc vous vous rendez compte, M. Michel Ngachou, avec ces accords, on aurait dit, bon, il faudrait que nous lançons des fauteuils. On veut des fauteuils, des salons, des conceptions dans le domaine de la menuiserie, la grande menuiserie, qui peut nous lancer à Bertois, à Mbang ou aller à Tokyo, une usine de fabrication de meubles. On trouve, il faut combien? On dépose. Et ces entreprises, faites le tour à quoi? Tout commencez à concevoir, on dit, quand vous arrivez au Cameroun, vous aurez le bois dans votre hypermarché, oui. Le bois là doit être géré par les Camerounais parce qu'on gère le bois au Cameroun. C'est des yaourts, nous avons des gars qui se débrouillent. Mais c'est parce que vous voulez comprendre, monsieur Michel Ngachou, qu'un entrepreneur au Cameroun du secteur industriel doit se rendre dans plusieurs ministères, plusieurs collectivités locales pour accomplir la totalité des formalités pour le démarrage ou l'extension de son usine. Je vous prends le cas, le dernier cas de Néo-aussi. Il y a quelqu'un, il fait la demande au ministère. Le ministère lui dit oui, on est d'accord, mais allez discuter avec les collectivités. Il arrive pour discuter avec le préfet, le nom lui dit allez discuter avec les chefs. Il arrive, les chefs disent qu'on a non de manger. Est-ce que c'est normal? la nuit de faire ça? Est-ce que c'est normal, monsieur Michel Ngachou? Vous avez vu, c'était un drame, vraiment pour le secteur industriel. Combien de patrons d'industrie sont retrouvés à fermer à cause de ces complexités où il faut faire... C'est vous qui nous avez amené dans le monde dernièrement avec cette usine de tomates. Même la Société nationale d'investissement perd comme ça des milliards. On est en train d'importer la tomate de l'Union européenne. Donc comme moi j'aime le pangolin, je veux manger les tomates, quand je mange souvent ça en tomate et en bongo. Comme je veux changer la tomate, ma femme va me préparer la tomate avec la tomate importée alors qu'il y en a ici. Des actions fortes, Charlemagne. Commençons par dire que ces gens, vous voyez, c'est l'état des lieux. Avant qu'on ne pense s'ouvrir, on aurait dû créer ce qu'on appelait, M. Michel Ngachou, une agence de promotion de l'industrie, par exemple, de l'innovation. Cette agence va se baser, va se charger de repérer les différentes zones industrielles. On pense même à la réformation, la restructuration de la Maxi qui ne nous sert même plus à rien. Je vous dis, la Maxi aujourd'hui, elle est morte. L'esprit même de la Maxi n'a plus parce que le rôle, vous allez au Nigeria. Le Nigeria, ils ont un projet qu'on appelle, ils appellent là-bas immobilier industriel. C'est-à-dire, on arrive dans une zone, on dit cette zone c'est industrielle, on crée des hangars, on crée des magasins, on crée tout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir avec les usines et machines pour monter. Pour monter à l'intérieur. Et vous avez des personnes, justement des gars qui arrivent en disant je veux faire une usine de tennis. Déjà au Nigeria, ils sont en train de le lancer pour 2021. L'usine de tennis, ce que vous appelez All-Star, ils veulent le faire déjà au Nigeria pour combattre et pouvoir investir le Cameroun, les différents pays de la sous-région. Mais au Cameroun, on est plutôt les gars à mourir.
Faites le tour, c'est des produits. Vous commencez à regarder à la télé les publicités, parce que l'agression des publicités vient déjà de l'étranger. On vous agresse avec ces publicités. L'enfant camerounais qui est assis, qui regarde à longueur de journée, et les histoires, parce qu'il y a une histoire qu'on vend comme un œuf là, il y a des trucs qu'on vend, vous le respirez avec vos enfants à la maison, il vous dit que papa, je veux tel jeu là, je veux. Mais c'est parce qu'il a agressé. Vous êtes obligé de l'amener dans la boulangerie, dans le supermarché. Quand il arrive, il choisit, on a même fait deux, mâle et femelle, garçon et fille. Et lui on dit que c'est un garçon ou c'est pour une fille, ou bien un garçon, on prend à 400 ou à 500 francs. C'est 500 francs. Une petite boule. Mais monsieur Michel Ngatou, nous avons des entreprises camerounaises qui font dans du yaourt de meilleure qualité. Nous avons des entreprises qui veulent faire dans du bon chocolat, mais on les empêche de pouvoir le faire. On a mis au devant que non, les accords avec ces supermarchés, la main-d'œuvre. Il y aura la main-d'œuvre camerounaise. On va recruter des jeunes parce qu'on a formaté le cerveau des Camerounais à être des employés, non. Être des employés, des réunistes qu'on va, merci, Dominique, qu'on va mater, qu'on va presser. Or, cette agence, M. Michel Ngatou, devait être là pour chercher des prêts à long terme pour pouvoir l'éclosion véritable du secteur de l'industrie. Voilà les gars qui arrivent, ils produisent tout en Europe. Ils viennent juste exposer chez vous pour vendre. Pendant ce temps, l'énergie dans petite entreprise, très petite entreprise n'a pas d'énergie électrique pour pouvoir faire tourner ces machines obsolètes. Et venir exposer dans le même supermarché. Pendant que les gars sont à 10 000, 50 000 en termes de production, vous aussi chez vous, vous êtes à 50 000. Vous énervez encore les Camerounais parce que... Effectivement, vous énervez encore les Camerounais et il faut peut-être... Vous avez votre père. Il y a donc cette invasion des hypermarchés qu'on a aujourd'hui à Douala. Je parle de Douala précisément, sans citer les noms, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que dans chaque carrefour, il y a ce qu'on appelle entre guillemets un supermarché ou des hypermarchés. Et tout à l'heure, je le disais, est-ce que le problème, c'est pas le Cameroun lui-même qui ne comprend pas grand-chose à cela? Permettez, je le dis. Monsieur Michel, attendez, je vous fais un exemple. J'ai les ruches d'abeilles qui me font du miel. Je descends, j'achète des boîtes pour conditionnement. Je vais voir un infographe qui me conçoit des affichages et tout. Je colle sur mes boîtes, des étiquettes. Je colle sur mes boîtes. Je décide d'aller déposer dans ces rayons. Quand j'arrive avec mon miel, on me dit, Charles Armel, tu vends ce miel à combien? Je dis, je vends le litre à 3 000. Ils me disent, non, tu vas vendre le litre à 2 000. Parce qu'ici, il faudrait que ça sorte. Je dis, ok, pas de problème. Je dépose à 2 000. Je reviens sous la forme d'un client 2 semaines plus tard. Je trouve qu'on vend mon miel que je laisse à 2 000 à 6 000. Et ça ne sort pas. Autre chose pour vous répondre. 1994, on nous amène la dévaluation de franc CFA. Le ministre des Finances de l'époque, Antoine Timi, nous dit, attendez-vous à des effets mécaniques. L'économie sera boostée. La même période, le Premier ministre reçoit un Camerounais, il lui présente un avion. Voilà. À un moment, voilà, parce que vous dites souvent si les Camerounais, il vous dit non, quand un enfant va tuer un éléphant ou la panthère, il amène la chefferie. Voilà. Vous savez ce qui est arrivé au niveau des établissements scolaires? Lorsque les conseillers d'orientation passaient, qu'est-ce que Dieu veut faire? Je veux être féman. Qu'est-ce que voulez-vous faire? Je veux être féman. Quel métier? Je n'en sais rien. Je veux être féman. Encore qu'en 1994, les Lions avaient fait une mauvaise prestation aux États-Unis à la Coupe des Nations. Donc on ne voulait même plus jouer au football. Donc je veux être féman. C'est la même chose que le Premier ministre est venu inaugurer ces magasins. Comment un Premier ministre vient inaugurer un magasin? Hier, il avait inauguré une industrie. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait pour encadrer cette industrie? Il vous dit, non, venez en jeter ici. J'ai demandé à mes partenaires européens de venir. Mais ils ne donnent pas de décision. Ils n'encadrent pas. Ils comprennent que votre miel, donc on vend en 6 000. À côté de ça, vous avez le miel de la Haute-Seine qu'on vend en 1000 francs. Vous avez le miel du Louvre qu'on vous vend en 1500. Vous avez le miel de Côte de Rhône qu'on vend. Vraiment, les Camerounais, vous êtes trop chers. D'État acheter les produits de France. Qu'est-ce que le gouvernement fait en termes de suivi?
Alors si on avait commencé à dire qu'on va dans nos villages... Je vais vous dire... Non, le président a dit qu'il faut faire le protectionnisme. Lui ne fait pas on commence en disant, on va dans la zone de l'Ouest, dans l'Indé. Qu'est-ce que l'Indé produit? Ah, il y a des gens qui font dans la plantation du riz. Bon, est-ce que si on vous donne de l'argent à travers une banque, M. Michel Ngachou, une forme de banque de développement ou un établissement de crédit à capitaux mixtes, où on va insuffler en disant aux gars, il y a de l'argent. La CAA, on a dit à la CAA qu'il y a de l'argent. Le Cameroun, la CAA a beaucoup d'argent qu'il faut dépenser. On prend cet argent, on capitalise en disant, bon, il y a quel secteur qu'on veut mettre en avant? Le secteur, par exemple, les chips, c'est qu'on s'en d'acheter les chips qui nous viennent de Marseille ou les savons qui nous viennent de ceci. Mais on va utiliser. Nous avons des jeunes qui font des savons. Mais c'est ça, monsieur Ngachou. Vous oubliez que même l'huile de palme, on n'arrive plus à en produire au Cameroun. Voilà. Les Camerounais. L'huile de palme vient du Gabon. Ça vient des pays de l'Asie. Mais les Camerounais eux-mêmes n'arrivent plus à... Les Indonésiens, Karine, les Indonésiens sont venus au Cameroun, ils ont fait 2 ans. 1974, 1975, pour apprendre voilà, l'huile. Ils sont devenus premiers producteurs mondiaux. Le problème dans tout ça, Michel Ngachou, c'est que le Cameroun, le budget du Cameroun est basé sur la douane. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et puis, ces importations-là causent d'énormes pertes à la même douane. Le président qui a dit. Pourquoi? Il n'a pas besoin. Parce que le ministère des Finances déclare que de 2010 à 2030, ce que le Cameroun va perdre, c'est 2470 milliards de francs CFA en termes de douane. Ça, c'est approximativement. Approximativement. Et le GICAM dit qu'on va perdre 100 milliards de francs CFA. Par contre, le DSE déclare qu'on va perdre 547,7 milliards de francs CFA. Malgré qu'on connaît qu'on va perdre, on fonce dedans et on inaugure. Ne nous intéressons pas aux chiffres. Non, mais c'est important. Monsieur Michel Ngachou, nous allons sur des faits concrets. Qu'est-ce que la ville... Non, monsieur Michel, qu'est-ce que la ville de Douala a offert? Bon, dit ici dernièrement, nous avons les abattoirs. Seulement les produits dérivés des abattoirs peuvent faire tourner l'économie. Monsieur Michel Ngachou, vous avez le cornet bœuf camerounais? On va prendre les messages. On peut développer l'économie. On va simplement demander, je ne sais pas si les Camerounais... Mais vous savez que... Je ne sais pas, Karine, les messages, je vous en prie. On importe les petits mots. Il est important d'interpeller le peuple camerounais. Non, les dirigeants, le peuple. Si on va maintenant commencer, on va sortir le bir et tout ça, et après on va dire que trouble à l'ordre public. C'est justement dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts de la... Dans ce moment, on dit au président, au Premier ministre, pourquoi vous nous faites souffrir comme ça? Voilà. Pourquoi vous nous faites souffrir? Pourquoi vous avez le mauvais cœur comme ça? Non, il faut donc dire au peuple, comme vous avez dit là, tout le hashtag voilà. Faites donc un hashtag demandant au président de la République, au Premier ministre, pourquoi vous nous faites souffrir comme ça? Grandeur a été même assurée. Même les marmites, on vend les marmites dans les rayons. Nous avons les gars qui nous font les marmites. Même les mortiers en bois. Le Cameroun, ça vient de l'aide. Lisons les téléspectateurs, je vous en prie, Karine, s'il vous plaît, je vous en prie. Et baissez le niveau de la colère. Interpellez le chef de l'État, là on baisse. Si vous interpellez le peuple, on va augmenter la colère. D'accord. Sacré bonbon très en colère ce matin. Et Charles même battu d'ailleurs, vous tenez la manivelle de la colère, parce que là c'est hyper... Est-ce que les Camerounais vous ont compris ce matin? Là, on doit savoir. Karine, lisez-nous les personnes des Camerounais, s'il vous plaît. La part des échanges commerciaux avec la CEMAC progresse en 2016. Les exportations camerounaises étaient principalement dirigées vers les Pays-Bas, 21,4%, la Belgique 9,3%, l'Italie 7,8%, la France 7,7%. Les importations camerounaises proviennent de la Chine 21,4%, de la France 12,1%, du Nigeria 4,6% et de la Thaïlande 4,5%. La France a perdu sa première place au bénéfice de la Chine en 2013. Les importations depuis le Nigeria, composées pour l'essentiel de pétrole, sont très fluctuante. L'intégration régionale des échanges camerounais reste modeste mais est en progression. En 2016, les pays de la CEMAC représentaient 10,4% des exportations camerounaises contre 6,4% en 2014. Le Tchad étant le premier pays de destination des exportations camerounaises à 4,3%. Alors c'est un peu long. C'est pas long, c'est même rébarbatif. Parce que qu'est-ce que la ménagère va sentir au marché? Le riz thaïlandais, alors que le riz pourri à Maga, à Semri,
Voilà comment, quand vous faites des choses, laissez nouveaux trucs macroéconomiques monter, descendre, qui n'ont rien à voir. Le riz thaïlandais est vendu ici parce que la Thaïlande est un grand producteur, alors que nous avons le riz Amaga, de la sèmerie qu'on ne vend pas. Vous croyez que l'économie c'est le Ndjangi? Chaque pays se bat pour sa population. C'est comme cela que l'on devient une nation prospère. À chacun de trouver sa stratégie. On a récupéré 540 costumes, 3 pièces de chez Mebengo. Vous avez vu une seule boîte de tomates. Donc c'est les vestes qui les intéressent. Vous ne comprenez pas quoi. Marie-Pascale Mungo qui écrit un autre message. Le système anglo-saxon n'a rien à voir avec le système pourri des Français. Personne ne peut rien créer au Cameroun parce que le régime et le gouvernement des voyous et médiocres. Oh. Le gouvernement camerounais ne travaille pas pour les Camerounais. Il suffit juste qu'un pays de l'Union européenne produit le même truc qu'un Camerounais. Le gouvernement fait tout pour faire tomber le gars au Cameroun pour qu'on importe les trucs de l'Occident. Un autre message. Ne sommes-nous pas conscients que nous disions la même chose tous les jours? La seule chose à faire, c'est de se lever et botter les ennemis de la République. Les faits m'ont gâté les jeunes. Mon neveu m'a fait... Il galère aujourd'hui au Sénégal. Voilà son bosa. Message, on va prendre les messages, sont nombreux quand même. Message, mais Charles Hamel, donc il doit d'abord épouser, même avant de demander l'enfant. Je connais une fille qui a eu la même situation, mais elle a même porté l'enfant. Mais le gars a pris Tokyo. Après, jusqu'aujourd'hui, il ne s'occupe même pas de l'enfant. Il est lui marié avec une autre Ambeng. Maintenant, qui paie? C'est la fille. Même son école, elle avait abandonné alors que ses parents n'étaient pas trop d'accord qu'elle le fasse avant le mariage. On ne doit pas tout accepter au nom du bandoutisme, je comprends pas trop. Bantouisme, vous voulez dire. On ne règle pas tout. Est-ce que c'est le bantouisme là? Ce n'est qu'une exception. Et les exceptions ne confirment pas la règle. Les exceptions ne confirment pas la règle parce que dans chaque action que vous posez, en sortant de chez vous le matin, vous n'êtes pas sûr de rentrer vivant. En sortant. Donc, si quelqu'un n'est pas rentré, ça ne veut pas dire que accident de circulation à Ebombe dimanche. C'est bien la voiture qui a porté les gens pour l'hôpital, non? Et c'est la voiture qui venait de faire un accident. Donc, voilà, non. Ici, on dit ceci à la fille. Ne posez pas le problème en termes. Mais avec votre belle-mère, lui dites, maman, oui, j'ai compris, mais nous pensons que ton petit-fils, ta petite-fille viendra. Le problème, c'est où? Mais quand ton fils veut aller dans le goût, non, ce sera comme ça. C'est-à-dire, ce sera le fait que quand maman aura besoin de quoi, il va d'abord regarder son mari, disant, est-ce que mon mari va épouser les idées de sa maman? Quand il va lui dire, mais maman t'a demandé le quoi, il va dire, ça a toujours été comme ça. Chaque fois que sa maman parle, il ne pouvait même pas dire à sa maman que je sors dans l'école, je ne peux pas préparer le quoi. Vous voyez comment on crée le conflit et c'est ça que nous évitons. On va les messages. Quand les familles ne sont pas prêtes, ne prenez pas les bouteilles. Voilà. Ne prenez pas. C'est la famille de la fille qui accepte de donner leur enfant. On va prendre les messages. Mais c'est la famille de la fille qui donne maintenant les instructions à leur fille. Pourquoi la fille ici qu'on peut renvoyer à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Les messages qui arrivent. Il faut lire. Avec l'augmentation du budget des frais de représentation qui est de 12 milliards, qui est de 12 milliards pouvait servir même à construire les petites industries de transformation de tomates et de manioc par exemple. Tant que notre économie va être médiocre comme ça, ça servira à rien de rêver de sortir du franc CFA. Ils font exprès de ne pas industrialiser le Cameroun parce que ça rend plus fort notre économie et nous permettra de sortir facilement du franc CFA. Mais hélas, ils savent cela très bien. Un Français est venu fabriquer les tennis ici. Si c'est le Sawa ou le quoi. On l'a chassé comme un malpropre. Il est allé soit en Éthiopie ou là-bas. Vous voyez? Oui, ça va, la marque Sawa. La marque Sawa. Monsieur, ils disent qu'ils cherchent les investissements. Les machines de la scan sont encore là. Hein. Ce n'est pas si abîmé que ça. Hein. C'est encore là. Hein. C'est utilisé à d'autres fins par certaines pentes du régime dans cette zone. Donc on peut récupérer, retransformer et combattre le ketchup. Pardon. Et combattre ces ketchup qui nous amènent de l'autre côté. Oui, de ketchup. Oui, mais ketchup, c'est quoi? Mais c'est la tomate écrasée. La tomate, on écrase la tomate, on met dans le pain et on vous dit hamburger. Et vous commencez, vous pensez que c'est très compliqué. C'est l'état en situation.
prononcé par le professeur Baïbek sur les plateaux d'Equinox Télévision. Oui, mais c'est ça. Qui fait parler plus d'un. Et qui d'ailleurs est devenu. Il a expliqué simplement les mots compliqués. Oui, c'est devenu, comment dire. Un challenge. Un challenge. Et même des chaînes de télévision ont pris sur elle de profiter. C'est comme ça, c'est un bon enseignant. Il nous explique simplement des choses compliquées. Vous êtes content de ce qui arrive à la SICAM? Pas du tout. Vous êtes content de ce qui arrive à la SICAM? Vraiment. Est-ce que c'est la SICAM qui devait se retrouver aujourd'hui dans ce genre de problème, de n'attendre que le 8 mars, monsieur Michel? Posez-lui la question qu'il aime nous poser. On interpelle le peuple là. Le peuple. Voilà. Au lieu d'interpeller le chef de l'État de l'État. Pour ouvrir l'usine de la SICAM à Gao. Pour ne plus faire les commandes en Chine. Et de dire que 2% de la production du coton qui utilise. Je vous en prie. Allez, on est censé je te mettre la Consti Lamine, mais qui. Allez tout de suite, Consti Lamine sur le plateau, madame, monsieur, bonjour à vous, Consti, et bienvenue. Ce matin, on va poursuivre vous avec. Vous nous ramenez justement ce matin avec Sorepco. Bien avant, on est avec vous. Bien entendu, Michel Gatchou, déjà très belle veste de ton côté ce matin, très élégant. Ça, il faut Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, c'est encore un plaisir d'être là ce matin. Qui est tout content, ah ben oui, il est content parce qu'il fait partie de ceux-là qui ont bénéficié d'un bon d'achat de 25 000 francs du côté bien sûr des magasins Sorepco. Alors comment avoir ce bon d'achat d'une valeur de 25 000? Il suffit tout simplement d'enregistrer votre chantier à hauteur de 500 000 francs dans tous les magasins Sorepco du Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Bafoussam, que ce soit à Douala. Passez dans les agences Sorepco, vous avez bien entendu jusqu'à la fin du mois de février 2021 pour bénéficier de cette offre exceptionnelle. Oui, les magasins Sorepco vous l'ont demandé. Les magasins Sorepco vous permettent, chers téléspectateurs, de pouvoir enregistrer vos chantiers et bénéficier d'un bon d'achat de 25 000 francs dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. Donc, n'hésitez surtout pas, chers téléspectateurs. Donc, il est donc important. Il est important plus que jamais de pouvoir vous rendre dans les magasins Sorepco et de pouvoir bénéficier d'un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Il est question, chers téléspectateurs, vous êtes en plein chantier, vous envisagez lancer votre chantier, qu'il soit à Beaumont, qu'il soit à Bekoko, qu'il soit à Bonaléa. Rendez-vous dans n'importe quel magasin Sorepco, ouvrez un compte de chantier, payez un montant de 500 000 francs et recevez un bon d'achat d'une valeur de 25 000. Sorepco veut permettre à tous les Camerounais d'avoir un chantier de qualité, d'avoir un chantier solide, d'avoir un chantier durable et surtout un chantier dans lequel ils ne dépenseront pas assez d'argent. À côté, bien sûr, de cette offre qui arrose cette début d'année, il y a également l'offre peinture. Ah ben oui, regardez ces pots de peinture. 2 pots de peinture achetés, vous recevez le 3e pot gratuitement dans les magasins Sorepco et pas n'importe quelle peinture, la peinture Seigneurie qui est donc en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco. La peinture c'est bien, mais la peinture Seigneurie c'est encore mieux. Et où la voir en ce moment? C'est uniquement dans les magasins Sorepco. Donc ceux qui ont besoin de revertir leur maison, ceux qui ont besoin de peindre leur maison, ceux qui ont besoin de donner de la couleur à leur maison, rendez-vous dans les magasins Sorepco. Oh là 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 là. Quelle promotion, quelle opportunité commerciale. Vous achetez 2 pots de peinture Seigneurie, on vous donne le 3e pot gratuitement. Et ce n'est pas tout. Vous recevez également un tube de teinte de votre choix dans n'importe quel magasin Sorepco. Courez dans les magasins Sorepco. N'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de bénéficier d'un 3e pot de peinture gratuitement. Comment faire? Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez dès à présent M. Kemadjou. Appelez le service commercial. Passez vos commandes. Le stock, il est important. Mais alors, la promotion, elle est limitée dans les magasins Sorepco. Et je ne ferai partir sans rappeler une fois de plus à tous les téléspectateurs de cette émission qu'il est important de se faire enregistrer. Et en ce moment, Sorepco vous permet de bénéficier d'un bon d'achat de 25 000 francs. Ça se passe comment? Vous venez dans les magasins Sorepco, vous dites tout simplement que je suis en plein chantier et vous payez un montant de 500 000. Une fois avoir payé le montant de 500 000 francs, Sorepco vous donne directement un bon d'achat de 25 000 à retirer dans n'importe quel magasin Sorepco. On parle également toujours de Sorepco comme étant ce magasin qui vous permet d'avoir
les meubles, les chaises, c'est-à-dire de cérémonie, les chaises en plastique, les carreaux, les sanitaires, tous ces articles-là sont en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco. Vendeur en Balmayo. Vous êtes un revendeur en Gueule-Mondouka, rendez-vous dans les magasins parce que Sorepco, c'est également la vente en gros et en détail. Donc, motote, nye sengalema tatan, basango na banyango, biolanga Gambia tena ponda, be pongo mangolo malambo, wete olonga bolongi bongo, ede passabo mono, alande au Sorepco, ala arrêté chantier nyongo à hauteur de 500 000 francs, ou à Koussa bon d'achat 25 000. Et une fois de plus, merci à tous les clients de Sorepco et un merci particulièrement à Tata Nicole du côté bien sûr de Bonapreso. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et bonne journée à ceux et celles qui nous prennent en ce moment sur notre antenne. Nous saluons en même temps toutes les populations de Yaoundé qui nous regardent avec beaucoup de plaisir sur l'antenne d'Equinox Télévision et qui chaque jour s'activent justement à ne pas louper une seule miette de cette émission, de ce programme qui se veut à la fois éducatif, interpellateur, quoi qu'il en soit, pour les nombreuses raisons que nous connaissons, autour des colères, autour des sujets, mais autour des réalités qui font vivre ou encore qui font parler bien sûr le Cameroun. Le Cameroun parle également sur les réseaux sociaux. Karine Santia, la revue, je vous en prie. Coupure d'électricité hier au stade Omnisport de Bépanda, un peu avant la rencontre Rwanda-Ouganda. La rupture a duré environ 10 minutes. Selon les informations, le stade de la réunification de Bépanda est alimenté par un groupe électrogène et Eneo était la source d'énergie alternative au cas où. Et ça c'est arrivé. Il a fallu attendre quelques instants avant que l'électricité ne revienne au stade pour que le match puisse commencer. Quelques minutes, vous voulez dire quand même, hein? Parce que là, on a attendu environ 5 petites minutes avant de réavoir. Et là, tous les téléphones étaient allumés. C'est bien dommage qu'on en soit... Pardon, Bombok? Des petites minutes. Il y a les minutes grandes, les minutes... 5 minutes quand même, c'est immense. Alors, c'est également... Ce matin, nous étions avec des Camerounais artistes sur les antennes Equinox Radio et qui parlaient de l'image du Cameroun qui est écorchée. Est-ce qu'on va dire finalement qu'une organisation, une bonne organisation d'une compétition comme le CHAN, Charles Amembatou, je commence par vous, implique également d'avoir une bonne production, une bonne électricité pour éviter d'avoir ce genre de gabégie. On va dire peut-être pas gabégie, mais de manquement qui choque quand même. Monsieur Michel Ngatou, je ne vais pas jouer ce jeu. Je ne vais pas jouer ce jeu. Est-ce qu'il y a un jeu? Est-ce qu'il y a un jeu à jouer ici? On va entendre qu'il y a des têtes qu'on va couper, on va attendre. Les stades là vont nous servir à quoi? Je sais moi. Moi, c'est ma question que je pose. Cette infrastructure, ces différentes infrastructures vont nous servir à quoi? Alors, voilà l'Africa Foot qui est dans les problèmes. Le football camerounais qui se retrouve... Ça va nous servir à quoi? Je ne suis pas contre, hein, mais je demande ces infrastructures. Après la CHAN, après la CAN, ça va nous servir à quoi? La promotion du sport local. C'est là où je dis. C'est ça que ça va nous servir à quoi? Après tout cela, ces investissements, là, on dit c'est beau, c'est très beau. Oui, je suis d'accord, mais ça va nous servir à quoi? Je m'arrête là, monsieur Michel Ngatou. Parce que jouer ce jeu, ce sera encourager les personnes, les gens. Moi, je suis. C'est là. Oui, justement parce que le Bantou n'encourage pas le faux. Ouais. N'encourage pas le faux. Et justement, nous vous avons dit que apparemment, c'est ce qu'on vous a appris à l'école, que les lois régulent l'action sociale, les rapports sociaux. Mais si on nous avait contactés pour voir comment on peut réguler les rapports sociaux, comment on punit les voleurs, les bandits, tel genre, tel type de type, on aurait aidé ce que vous appelez police scientifique et tout. Mais bon, il faut voir, c'est National Geographic vous apprend des choses, vos télévisions et tout ça. Et quand on vous a dit ici que vos trucs de Harry Potter, là, ça vous apprend la sorcellerie. Et les gens, vos enfants, vous c'est ça. Mais déjà, il faut tirer un coup de chapeau à nos gardiens de prison. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de drogue dans nos prisons qu'à l'extérieur, Charles Amembatou? Alors, il faut dire qu'il y a 2 phases où l'homme a bien envie de s'évader. La première phase, monsieur Michel Ngatou, c'est face à la maladie. La douleur de la maladie, parfois. Vous avez des personnes
qui disent qu'il a tellement mal qu'il a envie de s'évader. Vous avez certains qui nouent avec la drogue, d'autres qui se font des injections, qui se shootent par injection. Et vous voyez qu'aujourd'hui, même l'OMS a validé l'utilisation de certaines drogues dans le traitement de certaines maladies, par rapport aux différentes douleurs. Il y a le fait, M. Michel Ngachou, de la privation de liberté. Vous avez quelqu'un qui aura privé de liberté, il ne peut plus faire, il ne peut plus sortir. Qu'est-ce qu'il a besoin de faire à longueur de journée pour éviter et surmonter ce stress? Il est obligé de se zoomer, comme on dit, M. Michel. Donc, ce n'est pas encouragé, ce n'est pas... je ne vais pas encourager, mais je veux dire, si dans une certaine mesure, l'OMS est allé jusqu'à reconnaître, il faut savoir que ce n'est pas un fait nouveau dans les prisons de voir des personnes se retrouver à le faire. Lorsque ce n'est pas des gens qui le passent dans du pain chargé, parfois c'est des gardiens de prison qui eux-mêmes, des personnes, des gardiens de prison qui se chargent de faire cela à travers des différentes cigarettes et d'en. Donc j'estime qu'on doit tirer un coup de chapeau, mais j'irai plus loin en demandant au ministre de la Justice d'aménager les conditions pour les gardiens de paix, des gardiens de prison, d'aménager vraiment, d'améliorer leurs conditions de vie pour leur permettre de mettre suffisamment de moyens pour leur permettre d'arriver à ça. Allez, dans un instant, madame, monsieur, deuxième halte dans ce programme. Voilà. Et nouveau avec ces languettes, effectivement, l'une des questions importantes, c'est de savoir où les trouver désormais. Alors, ces languettes médicales sont en vente exclusivement et uniquement par le concept Salaka. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis, c'est à Douala au Cameroun. En face, le Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est dans ce magasin qui est ouvert de lundi à samedi, de 9h à 18h, que vous avez désormais et plus que jamais la vente de ces languettes médicales qui de plus en plus donnent le bonheur, le sourire à ses utilisateurs. Parlant bien sûr de bonheur et de sourire, c'est l'occasion déjà pour moi ici de dire merci particulier à une dame qui aujourd'hui qui se veut de plus en plus contente, épanouie. C'est une peintre artisanale, c'est madame Nicole Motsebo, qui est aujourd'hui une grande consommatrice de languettes médicales. Elle n'a pas mal à la plante du pied, mais elle a dit tout simplement qu'on se la mine. J'ai vu ces languettes médicales à la télévision, alors je vais acheter une paire de languettes. Et aujourd'hui, elle ne se sépare plus de sa paire de languettes, raison pour laquelle je conseille également tous ceux qui nous regardent ce matin à faire comme Nicole Motsebo, cette peintre artisanale qui a de plus en plus retrouvé le sourire. Alors, chers téléspectateurs, ce matin, il est important de rappeler à tous nos téléspectateurs que ces languettes médicales permettent également de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante du pied. Nous sommes en train de vivre le Chan 2021 et je conseille ces languettes à tous les sportifs. Oui, il est important de les mettre de temps en temps à l'intérieur de vos godasses. Vous allez voir comment vous serez de plus en plus épanouis au stade pendant les matchs. Donc, je conseille à tous nos amis qui nous regardent en ce moment, je sais qu'ils sont tellement nombreux au Cameroun qui nous regardent en ce moment, les Tanzaniens, les Zambiens, les Marocains, les Nigérians, tous ces gens qui nous regardent dans les hôtels, dans les restaurants, peuvent également nous appeler et bénéficier d'une livraison gratuitement. Je dis bien, nous allons livrer à tous les étrangers gratuitement dans les hôtels, dans les restaurants, les languettes médicales pour ceux qui ont besoin d'une paire de languettes médicales qui coûtent normalement la somme de 6 500 francs pour le prix de promotion. Mais dans le cadre de la double réduction
du côté du magasin 1001 tapis, vous les avez à 6 000 francs la paire de languettes médicales. La particularité c'est quoi? Il y a un modèle uniquement pour les femmes, le petit modèle. Ce modèle c'est pour les femmes, c'est un petit modèle. Il y a également le grand modèle pour les hommes, bien entendu comme Constylamine. Vous avez donc ce grand modèle de languettes médicales. Regardez la présentation physique, là c'est le bas des languettes médicales et là c'est l'intérieur de languettes médicales. C'est la même chose dont on a montré tout à l'heure à la télévision. Ça montre combien de fois le concept de Salaka ne vend pas n'importe quoi. Alors ces languettes médicales, vous les avez à 6 000 francs du côté du magasin 1001 tapis. Et je ne saurais partir sans rappeler également à tous les téléspectateurs de cette émission que vous avez encore et encore la pommade contre les hémorroïdes du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est une pommade 100% naturelle. Vous la retrouverez uniquement au magasin 1001 tapis. Elle est en pleine promotion. Merci beaucoup et surtout une très bonne journée à tous les clients, mais particulièrement à la peintre artisanale, Madame Nicole Motsebo, qui accompagne au quotidien le concept Salaka. Nous vous remercions infiniment et nous vous saluons Charles Lamel, Bonbon Bengan, Dominique Audrey et Karine Santia. Nous vous saluons vous aussi qui nous regardez et qui avez pris la peine de nous regarder ce matin, tout en vous donnant rendez-vous demain lorsqu'il sera 10 h avec le slogan de tous les jours: si vous ne faites pas la politique au Cameroun, la politique au Cameroun va vous faire. Et au pire des cas, si vous n'ouvrez pas les yeux, elle va vous broyer. À demain 10 h.